Alors bonjour, je suis Nathalie Parola, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique spécialisée dans les addictions, dans le service d'addictologie du professeur Lançon. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo sur l'entretien motivationnel. Voici le plan. Donc en première partie, nous allons aborder les principes théoriques. En deuxième partie, nous verrons les outils de l'entretien motivationnel. Et en troisième partie, nous évoquerons les points à retenir. Donc l'entretien motivationnel est issu principalement du modèle transthéorique du changement de Prochaska et Di Clement. Nous allons voir d'où est né ce modèle. Tout d'abord, en 1975, on comptait 130 modèles de psychothérapie. Prochaska, un des deux auteurs, a été très marqué par l'alcoolisme de son père et a donc décidé en 1979 de faire une analyse des 18 plus importantes théories de psychothérapie qu'il appelait la transthéorie. Et donc, il a ensuite recherché les principes communs de changement et il en a tiré 4 principes. La prise de conscience, l'auto-évaluation, la dépendance à la récompense et le contrôle sur l'environnement. De là, euh, avec Di Clement, ils ont créé le modèle transthéorique. Donc voilà une des représentations selon la roue qu'on appelle la roue du changement. Donc je vais vous présenter rapidement cette figure. Donc vous voyez, donc c'est sous la forme d'une roue, d'un cycle, avec deux parties. D'une partie la phase motivationnelle et l'autre partie la phase thérapeutique. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce topo, nous allons nous attarder principalement sur la phase motivationnelle. Donc il faut savoir donc que la phase motivationnelle est divisé en 3 stades. Donc le stade de précontemplation, le stade de contemplation et le stade de prise de décision. Donc vous voyez qu'il y a aussi une phase thérapeutique que nous verrons ultérieurement dans un autre topo, avec également 3 stades, le stade d'action, le stade de consolidation et le stade de rechute. Donc dans la phase motivationnelle, vous voyez les 3 stades que je viens de citer précédemment. Donc il faut savoir que dans la littérature, vous pouvez trouver par exemple le stade de précontemplation sous une autre dénomination. Donc on peut trouver le stade de précontemplation sous la dénomination aussi de stade de non-considération du changement, comme le stade de contemplation, comme le stade de considération du changement. De même, on peut trouver aussi le stade de prise de décision, nommé également le stade de préparation, et le stade de consolidation est souvent aussi appelé le stade de prévention de la rechute. Voilà, c'est pour que vous sachiez les différentes dénominations que vous pouvez retrouver dans différents documents. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la phase motivationnelle. Donc je vous rappelle le stade de précontemplation, le stade de contemplation et le stade de prise de décision. Donc en introduction, et pour faire un petit avant-goût, je vous ai mis les différents stades sous forme de tableau avec les attitudes du thérapeute en résumé. Hein. Donc, vous pouvez voir par exemple pour le stade de précontemplation, donc dans la phase motivationnelle, notre attitude consiste à faire naître le doute chez le patient. Lors du stade de contemplation, là, le thérapeute va chercher à mettre en évidence l'ambivalence du patient en notant avec lui les aspects positifs et négatifs de sa conduite. Ensuite, il y a le stade de décision, de prise de décision, le stade de préparation. Donc là, le thérapeute va planifier avec le patient son plan d'action. Donc ça, c'est les 3 stades de la phase motivationnelle. Ensuite, dans la phase thérapeutique, il y a le stade d'action. Donc là, on va accompagner le patient dans les étapes du changement. Pour le stade de maintien et de prévention de la rechute, là, avec notre thérapeute, nous allons aider le patient à identifier les stratégies de prévention de la rechute. Et enfin, pour le stade de la rechute, le dernier stade de la phase thérapeutique, nous allons aider le patient à retourner dans un processus de changement. Voilà, donc ça c'était dans l'introduction pour vous faire un petit avancée rapide des 2 phases, motivationnelle et thérapeutique. Donc nous allons maintenant nous attarder sur la phase motivationnelle et donc l'entretien motivationnel.
Donc, première partie. L'entretien motivationnel, il faut savoir qu'il est utilisé pour permettre aux patients d'accéder à un changement. Donc, nous l'utilisons en addictologie, mais il peut également être utilisé pour une autre problématique, à savoir pour toute problématique où nous avons besoin d'accéder à un changement avec notre patient. Donc, qu'est-ce que nous cherchons à faire dans la phase motivationnelle? Donc, nous allons amener notre patient à passer du stade 1 au stade 2, donc du stade de précontemplation au stade de contemplation, ou alors, comme je vous ai dit précédemment, du stade de non-considération au stade de considération du changement. Première étape. Et la deuxième étape, nous allons aider le patient à passer du stade de contemplation, donc, ou le stade de considération du changement, au stade de détermination, ou aussi qu'on appelle le stade de prise de décision ou de préparation. Donc, il faut savoir également que l'objectif principal d'un entretien motivationnel, c'est bien sûr de faire émerger la motivation intrinsèque du patient en faveur d'un changement. Donc, on va voir chaque stade de la phase motivationnelle. Donc, le premier stade, le stade de précontemplation ou stade de non-considération du changement. Qu'est-ce qui se passe lors de ce stade? Donc là, pour le patient, ce n'est pas qu'il ne voit pas de solution, c'est qu'il ne voit pas en fait le problème. En fait, là, les patients ne peuvent pas considérer le changement. S'il y a un mot-clé que nous pouvons retenir du stade de précontemplation et qu'il faut retenir de ce stade, c'est que c'est le stade du déni. Donc, précontemplation, stade du déni. Pour le deuxième stade, le stade de contemplation, que l'on peut aussi dénommer le stade de considération du changement, donc là, comme précédemment pour le stade de précontemplation, nous l'avions assimilé à un stade de déni, là, nous pouvons assimiler le stade de considération au stade d'ambivalence. Donc là, le mot-clé, c'est ambivalence. Donc là, le patient a conscience de l'existence d'un problème. Il prend conscience des avantages et des inconvénients liés au changement. C'est là où ça va être très délicat, parce que le thérapeute va l'aider, va l'aiguiller vers ce changement. Le changement est envisagé, mais on dit qu'il est encore au conditionnel. Donc, à partir de ce stade, Miller et Rolnick ont codifié l'entretien motivationnel. La philosophie de l'entretien motivationnel, c'est quoi? Donc, tout d'abord, comme on l'a vu précédemment, on va aider le sujet à explorer lui-même son ambivalence et ses dilemmes. Avec lui, on va développer ses divergences et donc on va travailler sur son ambivalence. Troisième point, et pas des moindres, on va renforcer son optimisme et son sentiment d'efficacité personnelle. 4 principes fondamentaux de l'entretien motivationnel. Donc le premier, la base, faire preuve d'empathie. Le deuxième, faire ressortir les contradictions entre le comportement et les objectifs. Le troisième principe, composer avec la résistance du patient et ne pas conseiller ou argumenter. Quatrième principe, soutenir le sentiment d'efficacité personnelle. Là, le thérapeute peut se permettre d'encourager, voire même de féliciter le patient. Donc, nous allons voir ces 4 principes plus précisément avec une diapositive pour chacun. Donc, premièrement, exprimer de l'empathie. Donc, ça, c'est un petit peu la base pour nous. Donc là, le thérapeute va chercher à comprendre les sentiments, les émotions et les points de vue du patient sans jugement, tout en restant à sa place de thérapeute et en les considérant comme compréhensibles. Donc, il est important de renvoyer à la personne qu'on a compris ce qu'il voulait nous transmettre, ce qu'elle voulait nous transmettre, ce qu'elle nous a verbalisé. Premier principe, exprimer de l'empathie. Deuxième principe, développer une conscience des contradictions chez le patient. Donc, on va explorer avec le patient l'ambivalence et on va mettre en évidence les divergences. Les divergences entre son comportement actuel, par exemple sa conduite addictive, et ses valeurs de référence, ses aspirations. Donc, deuxième principe, développer une conscience des contradictions. Troisième principe, on va composer avec la résistance du patient. C'est-à-dire qu'on ne va pas argumenter ni conseiller. On va vraiment l'aider, l'accompagner dans son travail motivationnel. Et là, pour composer avec la résistance,
on va éviter ce qu'on appelle le réflexe correcteur. C'est-à-dire que l'on ne va pas dire vraiment notre avis, on ne va pas dire notre avis, on ne va pas argumenter, on ne va pas conseiller. Hein. Ce phénomène de réflexe correcteur qu'il faut éviter est issu d'un principe de psychologie sociale, qui est, si une personne défend un point de vue, elle lui est ensuite d'autant plus attachée. Hein, c'est ça qu'il faut vraiment éviter et, et, et prendre conscience avec le patient de ne pas avoir recours à ce réflexe. Quatrième principe, renforcer le sentiment d'efficacité personnelle en le renforçant positivement. Il faut savoir que le sentiment d'efficience personnelle, c'est vraiment un bon prédicteur au niveau de la capacité du changement du patient. Ça va vraiment l'aider à renforcer sa motivation et à accélérer donc ce travail motivationnel. Donc voilà pour la première partie en ce qui concerne le petit topo, les principes théoriques. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie, plus pratique, les outils de l'entretien motivationnel. Donc on va voir les 4 outils de base qui sont les questions ouvertes, premier outil. Deuxième outil, les reformulations des paroles du patient, qu'on appelle aussi écoute réflexive. Troisième outil, valoriser les acquis. Quatrième outil, résumé de l'entretien. Donc, on va voir le premier outil de l'entretien motivationnel, les questions ouvertes. Donc, des questions ouvertes, c'est des questions qui appellent une réponse longue, où le patient va pouvoir élaborer. Donc, les réponses qui n'appellent pas juste une réponse oui ou non. Deuxième outil, les reformulations du patient, ce qu'on appelle aussi écoute réflexive. Donc, c'est la compétence la plus exigeante de l'entretien motivationnel, la plus délicate et la plus difficile. Ça va permettre au patient d'aller plus loin, de traduire avec d'autres mots, d'autres expressions et de décoder un message. Donc, il y a 3 types de reflets, 3 types de reformulation. Donc, il y a le reflet simple, le reflet double et le reflet amplifié. Nous allons voir tout d'abord le reflet simple. Le reflet simple, c'est quoi? C'est quand on reformule une idée sans rajouter de sens au discours du patient. Vous allez vraiment proposer une affirmation de ce qu'a dit le patient. Exemple. Votre patient a une dépendance à l'alcool et vous verbalise « je bois pour me sentir moins inhibé ». Reflet simple, vous buvez pour vous me dites que vous buvez pour vous sentir moins inhibé. Vous reprenez exactement les paroles du patient. Deuxième type de reflet, le reflet double. Donc là, vous allez mettre en évidence l'ambivalence du patient, c'est-à-dire que vous allez mettre en parallèle 2 versants, prendre en compte 2 versants différents de ce qui vous a été dit dans son entretien à propos de la conduite à modifier, à changer. Donc si on reprend un patient qui présenterait une dépendance à l'alcool, un reflet double peut se dire comme cela. Donc, d'un côté, vous me dites que vous buvez pour vous détendre, mais d'un autre côté, vous me précisez que les lendemains sont difficiles après alcoolisation. Donc là, vous mettez en balance 2 versants, de sa conduite addictive, de ce qui vous a été dit dans l'entretien. Donc, reflet double, on utilise souvent d'un côté, de l'autre, où la conjonction de coordination est. Troisième type de reflet, le reflet amplifié. Donc là, en fait, pour le reflet amplifié, ça va consister à surévaluer un sentiment du patient pour lui permettre de faire un pas en arrière, en fait, de ramener les choses à leur juste valeur. Donc c'est le reflet amplifié est le reflet un peu plus délicat à utiliser puisqu'on ne peut pas l'utiliser avec tous les patients. C'est à vous de juger avec quel patient ou le moment auquel vous pourriez l'utiliser. Donc, nous allons vous donner des exemples. Donc, par exemple, votre patient vous dit « Ce n'est pas de ma faute, c'est ma femme qui fait les courses. » Par exemple, pour une dépendance à l'alcool, encore. Vous allez utiliser un reflet amplifié, le thérapeute, pour répondre « Si je comprends bien, votre femme vous tend des pièges lorsqu'elle va faire des courses. » Deuxième exemple de reflet amplifié, le patient vous dit, par exemple, « Ces études sur le cancer du poumon ne prouvent en fait pas grand-chose. » Vous allez utiliser un reflet amplifié en disant « Il vous semble que le cancer du poumon n'a pas vraiment grand-chose à voir avec le tabac. Ça arrive juste comme ça. »
Donc, vous voyez que le reflet amplifié est quand même une technique délicate qu'il faut jauger pour voir à quel moment et avec qui l'utiliser. Donc, 3 types de reflets: reflet simple, reflet double, reflet amplifié. Donc, nous sommes au deuxième outil. Troisième outil, la valorisation. Donc, valorisation et soutien du patient durant tout l'entretien. Donc là, sous forme de déclaration, c'est une bonne idée, c'est très pertinent ce que vous m'apportez là. Continuez. Je vois que vous êtes quelqu'un de motivé. Donc toujours quand on utilise l'entretien motivationnel ou en addictologie, toujours préférer le terme motivé à volontaire. Je vois que vous êtes quelqu'un de motivé. C'est la motivation que l'on met en exergue et non volontaire. Le patient en général veut changer sa conduite, mais c'est la motivation intrinsèque qu'il n'arrive pas à mettre en place, en action. Donc ça, c'était le troisième outil, la valorisation. Nous allons aborder le quatrième outil de l'entretien motivationnel parmi les 4 outils de base, les résumés. Donc là, il y a 3 types de résumés. Le premier résumé, c'est le résumé de l'entretien, ce qu'on appelle le résumé classique, traditionnel, au sens strict du terme que nous avons étudié dans notre scolarité, faire un résumé. Deuxième type de résumé, les résumés de liens. Donc, résumé de liens, c'est lors d'une séance, vous allez faire le résumé de tout ce qui s'est passé au préalable, des séances précédentes. Vous résumez votre travail lors des séances précédentes. Résumé de liens. Troisième type de résumé, résumé de transition. Donc là, en fait, vous allez résumer ce que vous allez faire dans l'avenir. Résumé de transition. Vous allez annoncer ce qui va se passer ultérieurement. Ce qu'on appelle donc les résumés de transition, ce qu'on va faire dans les prochaines séances. Donc voilà pour le quatrième outil de base. Donc généralement, nous utilisons les 4 outils de base. Cela peut fonctionner, mais généralement, nous avons besoin d'utiliser d'autres outils, de sortir ce qu'on appelle peut-être l'artillerie un peu plus lourde. Donc lorsque les 4 techniques de base et les 4 outils de base n'ont pas abouti, n'ont pas fonctionné, on va utiliser d'autres méthodes que l'on nomme le discours changement. Donc voilà, donc je vais vous présenter maintenant les autres méthodes que l'on peut utiliser lorsque les 4 techniques de base n'ont pas abouti. Donc premier outil du discours changement, ce qu'on appelle la règle de l'importance. Donc là, la règle de l'importance va demander par exemple entre 0 et 10 à combien vous pourriez évaluer votre motivation à envisager ce changement. Quel est entre 0 et 10 le niveau de motivation pour, par exemple, diminuer ou arrêter de boire. Donc, votre patient peut vous dire, par exemple, 4 sur 10. Donc, vous pouvez alors, vous allez explorer, aller plus loin. À 0, vous n'envisagez pas de changement. À 10, vous avez décidé de changer. Pour quelles raisons êtes-vous déjà à 4? Quelles sont les raisons qui vous maintiennent à 4? Que vaudrait-il pour que vous vous situiez à 5 ou 6? C'est à vous ensuite sur cette échelle visuelle analogique de jauger, de travailler avec le patient sur les nuances et les différents chiffres. Pourquoi 4 et pas 2? Pourquoi 4 et pas 6? À vous de voir. Donc, premièrement, la règle de l'importance. Deuxième outil, ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Donc là, en fait, vous allez mettre en parallèle les avantages et les inconvénients, par exemple, d'une conduite addictive sous forme en général de tableau. Donc vous allez faire un tableau, par exemple, avantage à, on va prendre encore, par exemple, on va prendre le cannabis, avantage à fumer du cannabis, inconvénient à fumer du cannabis. Vous allez faire 2 balances décisionnelles, donc 2 tableaux, ce qui est plus conseillé et plus habituel. Vous tournez la page, vous faites votre deuxième tableau, avantage à arrêter de consommer du cannabis et inconvénient à arrêter de consommer du cannabis. Donc vous allez faire votre balance décisionnelle de la consommation et la balance décisionnelle de l'arrêt de la consommation. Et ensuite, avec votre patient, vous allez pouvoir comparer les différentes réponses à ces 2 balances décisionnelles et les mettre en parallèle et pouvoir travailler ensuite sur cette motivation. Nous pouvons aussi travailler cette balance décisionnelle sous forme de personnification. Et à ce moment-là, on peut demander, par exemple,
ce que nous faisons aussi parfois avec certains types de patients et en service, demander aux patients d'écrire une lettre, par exemple, à l'ami alcool. Donc là, vous allez personnifier la substance ou le comportement. Donc, la consigne est: écrivez une lettre à l'ami alcool pour lui préciser les raisons pour lesquelles vous l'aimez encore et aussi lui donner les raisons pour lesquelles vous voulez le quitter. Et à ce moment-là, votre patient va écrire une lettre à cet ami substance ou comportement. Voilà. Donc, troisième maintenant outil, ce qu'on appelle questionner les extrêmes. Donc là, vous allez demander à votre patient de décrire ses inquiétudes et imaginer les conséquences extrêmes qui pourraient s'en suivre s'il continuait sa conduite addictive. Ce qu'on appelle le pire du pire. A contrario, on demande aussi d'imaginer les conséquences les plus favorables liées à un changement positif au niveau de sa conduite addictive. Imaginez les conséquences les plus favorables si vous arrêtiez de consommer du cannabis. Le mieux du mieux. Qu'est-ce qui pourrait arriver le mieux du mieux? Ensuite, un autre outil, ce qu'on appelle regarder en arrière. Donc là, on va demander au patient de rappeler la période, l'époque d'avant les problèmes liés à sa conduite addictive et la comparer avec la situation actuelle. Comment c'était ces deux périodes, la période de consommation actuelle et la période d'avant l'apparition de cette conduite addictive, par exemple. Ensuite, il y a l'outil se projeter dans l'avenir. Donc, on va demander au patient, imaginez ce que serait un futur meilleur. En pratique, comment voudriez-vous que les choses aient tourné pour vous? Comment vous vous voyez dans les 10 ans qui viennent? Donc, ça lui permet vraiment de se projeter. On va également lui demander d'anticiper le futur si le changement ne se faisait pas. Supposons que vous ne fassiez, qu'il ne se passe aucun changement et que vous continuez votre conduite addictive. Comment vous vous voyez dans les 10 ans? Donc, ce qu'on appelle se projeter dans l'avenir. Un autre outil qui fait partie du discours de changement, mettre en place des objectifs et des défis. Ça permet vraiment aux patients de se mobiliser. Donc, on va lui demander de mettre en place des objectifs et aussi également peut-être des sous-objectifs qui vont en crescendo. Sous-objectifs thérapeutiques, puis en entonnoir des objectifs thérapeutiques. Et également des défis d'une semaine à une autre pour lui permettre de passer à l'action, de se motiver. Donc, un petit topo pour résumer les différents outils qui composent le discours changement lorsque les 4 outils de base n'ont pas abouti. Donc, la règle de l'importance, la balance décisionnelle, questionner les extrêmes, regarder en arrière, se projeter dans l'avenir et explorer les objectifs et les valeurs. Donc, je vous rappelle, je vais rappeler quand même que là, nous ne sommes pas obligés d'utiliser toutes les techniques, tous les outils. C'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise avec certaines techniques, certains outils, ou si pour tel ou tel patient, vous jugez que cette technique est plus adaptée et l'autre moins adaptée. C'est à vous vraiment d'évaluer, de juger la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise ou qui convient le mieux au patient qui est en face de vous et que vous prenez en charge. Donc, nous continuons dans les outils pour le stade de motivation, le stade de prise de décision, pardon, le stade de préparation, celui juste avant le stade d'action. Donc là, c'est à vous vraiment de préparer la motivation, de voir si la motivation est au maximum pour engager cette phase thérapeutique, ce stade d'action. Donc, c'est à vous aussi de reposer d'autres questions pour voir où le patient en est. Donc là, je vous ai mis une série de questions que l'on utilise, nous, dans notre travail quotidien. Et on peut en poser d'autres. Donc, on demande au patient, on met sur une fiche, et après le patient peut y réfléchir pour la semaine d'après et répondre ainsi à ces questions pour que vous puissiez évaluer si la motivation est assez présente et maximale pour passer à la phase thérapeutique. Donc, les questions peuvent être: qu'est-ce que je veux obtenir? Quels sont mes objectifs? Quand est-ce que je veux l'obtenir? Quels sont les moyens et les ressources dont je dispose actuellement? Comment je m'apercevrai? Comment saurais-je que j'ai obtenu le bon résultat vers lequel j'aspirais? Cinquième question que l'on peut poser, quelles sont mes craintes? Ou alors, on peut lui dire, en arrêtant de boire, de fumer, je crains de quoi? C'est à lui de continuer la phrase. Sixième question, comment saurais-je lorsque j'aurai obtenu ce que je veux? Donc, voilà une série de questions qui permet de travailler sur le stade de détermination et de préparation.
préparer au mieux la phase thérapeutique. Il y a aussi la méthode si j'avais. Donc, on va demander à notre patient de remplir ce tableau, ce que j'aimerais être et que j'aimerais faire, et sur la deuxième colonne, influence de la poursuite de mon comportement sur mes objectifs. Ça s'appelle la méthode si j'avais. Une autre méthode, là aussi, vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les méthodes, tous les exercices, c'est à vous de voir l'exercice, la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Donc on va demander aussi de remplir ce tableau. Donc vous voyez un tableau à double entrée. On va lui demander de dresser la liste des motivations liées au sevrage qui vous tiennent le plus à cœur et que vous désirez absolument réaliser. Donc vous voyez en abscisse, il y a la liste des motivations et en ordonnée les différents moyens. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, un patient qui vient vous voir pour arrêter de fumer du cannabis, par exemple. Nous restons sur une conduite addictive. On va lui demander d'abord de lister les motivations. Donc, la première motivation qu'il va nous donner, lui, c'est par exemple la santé. Donc, on va voir avec lui un moyen pour travailler sur cette motivation santé, pour améliorer sa santé. Le moyen qu'il va, par exemple, nous verbaliser, ça va être faire plus de sport. Donc, nous avons la motivation santé et le moyen, par exemple, le sport. Un autre exemple, peut-être, deuxième motivation, la motivation financière. Économiser. Donc, le moyen qui peut être mis en place, par exemple, mettre de côté l'argent qui aurait pu être utilisé en achetant du cannabis et voir combien on aurait dépensé et ainsi avoir économisé une certaine somme pour pouvoir ensuite se faire plaisir autrement. Un autre tableau, une autre technique. Donc là aussi, un tableau que vous pouvez faire remplir à votre patient. Donc là, vous voyez bénéfice attendu à l'arrêt ou à la diminution. Ça dépend, tout dépend de l'objectif choisi par votre patient. Les difficultés auxquelles je m'attends et les moyens mis en place face à ces difficultés. Et vous demandez à chaque fois, pour chaque item verbalisé par votre patient, de le pondérer entre 0 à 100. J'y crois à combien entre 0 et 100. Et ensuite, ainsi, avec les différentes réponses et les scores, vous pouvez travailler et nuancer, jauger sur, sur les réponses et travailler sur cette motivation et voir si elle est comme vous l'aspiriez. Voilà. On vous ai présenté les différentes techniques, les outils que l'on peut proposer lors du stade de préparation, le dernier stade de la phase motivationnelle. Donc nous allons voir maintenant, dans une troisième partie, les points à retenir. Donc, on va reprendre le stade de précontemplation. Donc là, le patient a un problème d'addiction. Vous vous rappelez, le stade de précontemplation, c'est ce qu'on appelle aussi le stade de déni. Donc là, le patient a un problème d'addiction, mais plusieurs cas peuvent se présenter. Il ne sait pas qu'il s'agit d'une addiction. Ou alors, il sait qu'il s'agit d'une addiction, mais il pense que ce n'est pas un problème pour lui. Ou alors, il pense que cela pourrait être un problème pour quelqu'un d'autre, mais pour lui, ce n'est pas son cas. Quatrième cas de figure, il pense que si cela devenait un problème, ou bien s'il le décidait, pour lui, ce serait très facile d'arrêter. Donc, ces différents cas peuvent faire référence donc au stade de précontemplation. Ce qui peut faire référence aussi, quand le patient est situé au stade de précontemplation, il peut être adressé par un tiers, ou le patient vient par ultimatum venant par exemple de son épouse. La consultation peut être motivée aussi pour un autre problème. Lors de ce stade, le patient n'a pas conscience ou ne tient pas compte des conséquences à long terme. Il n'y a pas ou très peu d'ambivalence. Le patient trouve beaucoup d'avantages à poursuivre et peu d'avantages à arrêter. Et en tout cas, à ce stade, le niveau de tentation par le produit ou le comportement est élevé. Voilà pour le stade de précontemplation, les points à retenir. Nous continuons pour le stade de précontemplation. Donc le but de ce stade pour vous thérapeute, c'est que le patient revienne à votre prochaine consultation. Donc il faut vraiment se concentrer, nous thérapeutes, pour développer et travailler sur l'alliance thérapeutique et vraiment créer un lien thérapeutique. Ce qui pourra ensuite amener à travailler sur un autre stade de la motivation. Donc il faut communiquer avec le patient sans être trop intrusif.
Donc, vous voyez bien que le stade de précontemplation, c'est une étape très délicate. Donc, vous allez débuter le travail. Si vous sentez que le patient est prêt, vraiment à la fin de ce stade de précontemplation, on peut débuter le travail sur l'ambivalence, en douceur. Et pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est vraiment de travailler sur le lien que vous allez pouvoir créer avec votre patient. Voilà, nous allons passer maintenant sur les points à retenir sur le stade de contemplation. Donc là, pour le stade de contemplation, le patient a un problème et il le sait. Il reconnaît bien que ce serait mieux pour lui de ne pas avoir ce problème, mais plusieurs cas de figure comme tout à l'heure, il pense que les conséquences graves ne sont pas encore arrivées et qu'il a encore le temps pour se décider. Ou bien que d'autres problèmes sont prioritaires actuellement. Ou bien alors que c'est un problème important, il ne se sent pas encore capable d'arrêter et n'envisage pas sa vie sans le produit. Lors du stade de contemplation, le patient a une demande de traitement ou d'aide. Il vient de plus en plus volontiers aux consultations. Et lors de ce stade de contemplation, là vraiment, il va réfléchir beaucoup plus à son problème. Il est bien conscient du problème et il parle clairement des conséquences à long terme. Et où? À moyen et à court terme. Donc là, vous vous rappelez, au stade de contemplation, c'est un stade de l'ambivalence. Donc là, le patient est très ambivalent. Il souhaite arrêter son addiction, mais en même temps les conserver. C'est là où on va utiliser les différents outils de l'entretien motivationnel. Le patient réévalue ses objectifs de vie et envisage sa vie sans l'addiction. Là, il envisage sa vie sans addiction comme étant souhaitable, même si pour lui ce projet lui paraît difficile. Et lors du stade de contemplation, le patient garde un haut niveau de tentation, mais également commence à se sentir de plus en plus capable d'agir sur le problème. Il développe vraiment progressivement ses attentes d'efficacité, d'efficience personnelle. Il prend davantage confiance en lui. Donc là, c'était pour le stade de contemplation. Nous allons passer au troisième stade de la phase motivationnelle, le stade de détermination. Donc là, le patient a un très fort désir de changement. Et ça, c'est vraiment très important que vous vous en rendiez compte et que vous puissiez bien l'évaluer. Il travaille beaucoup pour acquérir les différentes méthodes et surtout, il a de meilleures attentes d'efficacité personnelle. En conclusion, donc, pour l'entretien motivationnel, il y a deux phases. La première phase, donc le stade de précontemplation au stade de contemplation, il faut vraiment se concentrer, vous vous rappelez, sur l'alliance thérapeutique et sur le processus de construction de la motivation du patient. Hein, on va clarifier vraiment les divergences, clarifier et amplifier euh, les divergences et mettre en avant, en exergue les divergences. Deuxième phase de l'entretien motivationnel, là on va se concentrer sur le renforcement de l'engagement au changement, en suscitant avec nous le patient ses désirs, ses projets, ses objectifs. Donc si on pouvait résumer en une phrase l'entretien motivationnel, on pourrait dire que l'entretien motivationnel consiste à travailler avec les ambivalences et les résistances du patient. Voilà, je vous ai mis une bibliographie avec 4 ouvrages de référence qui traitent de l'entretien motivationnel, 4 ouvrages très importants. Je vous remercie de votre attention.